Un mur de camions. Jusqu'à 25 000 poids lourds passent ici chaque jour sur la rocade de Bordeaux. C'est l'un des corridors routiers les plus importants d'Europe, avec ses conséquences sur l'environnement, sur l'état des routes, sur la sécurité routière. Alors comment tout ce trafic est-il surveillé? Qui sont ces chauffeurs forçats de la route engagés dans une guerre des prix les plus bas? Et l'écotaxe est-elle la solution pour financer ces routes sans péage empruntées par les camions? Réponse dans cette enquête de région. Sur la rocade de Bordeaux, en moyenne, tous les 3 jours, un poids lourd est mis en cause dans un accident. Avec le capitaine Pascal Jansou et les hommes de la CRS autoroutière Aquitaine, nous nous rendons sur une opération de contrôle. Des policiers confrontés, vous le verrez, à un phénomène nouveau, celui de chauffeurs étrangers qui, 24 heures sur 24, traversent l'Europe au volant de leur camionnette. Le thème de cette enquête de région, poids lourds, nos routes sont-elles saturées? Un poids lourd, c'est l'équivalent d'environ 1 million de véhicules légers. On peut imaginer que ces conducteurs-là sont au volant depuis une douzaine d'heures au minimum et conduisent jusqu'à plus soif. Nous, avant d'entendre parler d'une nouvelle écotaxe, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un audit qui soit réalisé au niveau des sommes qui sont déjà perçues. Là, il s'agit d'un transport exceptionnel. En France, on ne peut pas dépasser 2,55 m de largeur. Qui dit transport exceptionnel dit un équipement adéquat. Il lui faut ici un panneau rigide de signalisation, transport exceptionnel, plus gyrophare, plus des plaques carrées signalant ce transport exceptionnel. Parmi ces chauffeurs contrôlés ici, certains arrivent de la RN10 en Charente. C'est l'une des routes nationales les plus fréquentées par les poids lourds. Ils représentent par endroits plus d'un tiers du trafic. Il faut dire que cet axe, dont le doublement s'achève, est gratuit, mais son entretien coûte très cher à cause justement des camions. Comment la situation est-elle gérée? Qui sont celles et ceux qui vivent et font vivre la RN10? Regardez. Il y a certains tronçons qui sont quand même assez dangereux. C'est vrai que les camions, c'est un petit peu l'handicap, mais bon, sinon, oui, tout va bien. Un petit peu dangereuse à des endroits, ouais. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a trop de circulation avec les voitures. Avec l'interdiction de doubler, les camions se mettent l'une derrière l'autre. Il y a un camion plus lourd, l'autre, et ça c'est dangereux. Des trains de camions. L'image colle à la peau de la Nationale 10. Le trafic est en constante augmentation. En Charente, ce sont près de 10 000 poids lourds par jour. L'une des fréquentations les plus élevées sur les routes nationales françaises. La DIR Atlantique, le service de l'État qui gère les routes nationales, réalise 6 chantiers de rénovation par an entre Poitiers et Bordeaux. Comme ici, près de Mansle, au nord d'Angoulême. Un poids lourd, c'est l'équivalent d'environ 1 million de véhicules légers. Donc en fait, il y a une destruction plus importante des matériaux de la voie de gauche. Donc en fait, on va chercher et raboter, c'est-à-dire qu'on enlève des matériaux jusqu'à temps qu'on le retrouve les couches d'assises saines. Et à ce moment-là, on refait une autre structure en grave bitume qui permet justement de faire différentes couches pour pouvoir répondre à la demande des poids lourds en charge. Un entretien indispensable que vous ne percevez pas forcément. Par exemple, sur la route, ces bandes noires, pas de l'usure, plutôt une sorte de pansement
extrêmement résistant. C'est ce qu'on appelle du pontage de fissures. En fait, c'est que la chaussée a commencé à fatiguer et elle commence à se fragiliser et il y a des petites fissures qui apparaissent. Et pour éviter que la pluie rentre à l'intérieur avec le gel la fasse éclater, on la traite le plus rapidement possible pour pouvoir justement la préserver et conserver l'étanchéité de la chaussée. L'augmentation du trafic conduit à ce qu'à certains endroits, nous ne puissions plus faire les chantiers de jour comme ici, mais ou comme sur la rocade d'Angoulême, nous soyons obligés de les faire la nuit, parce que si on fait l'effet de jour, ça génère des bouchons qui sont trop importants. Les origines de la Nationale 10 remontent à la nuit des temps. Voie romaine, devenue un axe majeur en France pour la traversée du nord au sud. Une route intimement liée à des territoires, par ses bouchons, son trafic et ses anecdotes. D'abord, il y avait la station, donc, la Chelle. Que j'ai vu monter. Oui. La station Chelle, la station Antar, qui était beaucoup plus vieille. Oui. Après, on a vu la station Elf, la station BP, qui actuellement sont toutes fermées, bien entendu. Guy et Alain, des témoins de cette histoire qui a particulièrement marqué la ville de Barbezieux. Une époque où la Nationale 10 passait en plein centre-ville. Le souvenir de mes parents qui avaient donc un élevage et ça posait des difficultés pour traverser la Nationale 10 avec les animaux, les vaches, plus tard des moutons. C'était compliqué. Les gens qui circulaient, autrefois c'était l'aventure. Donc ça arrivait assez souvent qu'ils tombaient en panne. Les voitures chauffaient parce qu'ils faisaient beaucoup de kilomètres tout d'un coup. Ça, on se rappelle de ça. 1957, première déviation de Barbezieux. Il faudra attendre 1996 pour la seconde déviation. De très longues années et des souvenirs plus sombres. À l'entrée et à la sortie de la 10, il y avait beaucoup d'accidents. Et dans Barbezieux, ça devenait infernal. C'est pour ça que le maire, il mettait vraiment la pression pour pouvoir avoir la déviation. On axe, comme d'habitude, les dépassements et les distances sécurité. Parfait. Ok. Allez, quand on veut. C'est parti. Nous, ils sont en place. Oui, j'y vais. À tout à l'heure. L'avantage d'être en hauteur, c'est qu'on voit plus facilement les infractions se commettre. On a une vue d'ensemble beaucoup plus élargie. Et après, je signale par radio à mes camarades en moto l'interception, les véhicules en infraction et les intercepte. Et les ramène ici pour la verbalisation. L'escadron départemental de sécurité routière de la Charente tente de réduire les infractions commises par les chauffeurs de poids lourds. Un dispositif pas comme les autres. Les gendarmes ont leur botte secrète. C'est l'adjudante Isabel Sconcalzès qui parle le portugais et l'espagnol. Et c'est va à Espagne. S'ils disent quelque chose sans savoir que je parle la langue, c'est vrai que ça peut être... je peux tout à fait comprendre ce qu'ils disent. S'ils ont quelque chose à cacher et qu'ils en parlent entre eux, ça permet de pouvoir du coup contrôler plus facilement les routiers qui, eux, du coup, se sentent peut-être aussi plus enclins à parler, plus à l'aise avec quelqu'un qui parle leur langue. 1 heure de contrôle et une trentaine de PV. Poids du chargement, interdiction de dépasser, vitesse, tout y passe. J'étais en train d'effectuer un dépassement et manifestement j'allais un peu trop vite. 100 au lieu de 80 km/h. C'était en dehors des limites. Alors je me suis fait arrêter par la gendarmerie. Depuis le début de l'année, nous avons relevé à peu près 1300 infractions liées au dépassement, donc une augmentation significative par rapport à l'année 2017. Nous avons relevé 560 surcharges à des poids lourds, une augmentation d'à peu près
30% par rapport à 2017. Et nous avons aussi relevé 560 infractions à des poids lourds qui étaient en stationnement, notamment sur la bande d'arrêt d'urgence. La Nationale 10, c'est aussi toute une économie. Le relais de Barbezieux, une sorte de village devenu en 20 ans une référence pour les professionnels de la route. Ma collègue à table et votre facture. Bon appétit, à très bientôt. Au revoir. La Nationale 10, pour vous, ça apporte quand même quelque chose d'assez bénéfique. Absolument, absolument. C'est un point de passage important. On est juste à côté, sur une sortie assez proche. Donc on a forcément des gens de passage qui s'arrêtent, pas que. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans la salle à cette heure-ci, c'est beaucoup de gens locaux qui ont des entreprises à côté ou qui ont une activité qui les amène à venir se restaurer chez nous. Il y a le restaurant, 500 couverts par jour, 33 chambres du côté de l'hôtel, la boutique, la laverie et au total, 1500 chauffeurs de poids lourds fréquentent le centre quotidiennement. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients des pays de l'Est et parler espagnol ou portugais ne suffit plus. Aujourd'hui, on envisage de faire une formation pour apprendre le russe si possible. Des Polonais, des Italiens, des Bulgares ou encore des Espagnols. Une dizaine de nationalités se croisent et se côtoient. Des chauffeurs qu'il faut contenter dans l'assiette. Le chauffeur routier espagnol, si je propose du poulet à midi, je sais que je peux lui proposer le poulet, c'est ce qu'il va me prendre. Il n'y a aucun souci, c'est quelque chose, quand il n'y en a pas, il nous le demande. Après, le fonctionnement que nous avons, c'est un buffet d'entrée à volonté. Donc le buffet d'entrée est hyper important. Ils nous font bien la remarque quand il est un peu moins bien présenté qu'ils aiment bien avoir du choix. Et après, de la viande. Là, on va être clair, on propose du bœuf français aujourd'hui et c'est vrai que c'est quelque chose qui est prisé. Ça fait partie de nos meilleurs ventes. Une ombre au tableau cependant, l'essence. Au centre routier, le directeur constate une baisse de 20% du chiffre d'affaires de la station-service. L'explication est simple, les routiers étrangers ne font plus le plein en France. L'autonomie des véhicules aujourd'hui, ils peuvent traverser la France, Madrid-Bruxelles sans problème, sans faire de carburant. Ils s'arrêtent chez nous éventuellement pour l'additif, parce que l'additif est à un prix qui est encore correct par rapport en Espagne ou dans d'autres pays, mais à 20 centimes d'écart sur le prix du gasoil, à raison de 2 ou 3 pleins par semaine sur des volumes de 600 à 1000 litres, comprenez bien que vous faites vite la différence et que vous faites votre plein là où c'est le plus intéressant économiquement pour l'entreprise. Pas très loin, parfois juste à côté de la nationale, l'ancienne route. Imaginez, il y a encore quelques mois ici, 25 000 véhicules par jour. Depuis, la route a été transformée, les camions ont disparu. Vous aviez 14 mètres de bitume, donc qui faisait les 3 voies à l'époque, puisqu'il y avait 2 voies en montant et 1 voie en descendant. Et cet espace a été rendu à la nature. Aujourd'hui, ça fait partie de la charte environnementale d'aménagement des infrastructures, c'est de se soucier des anciens tracés et des délaissés pour, premièrement, rendre naturels les espaces qui doivent l'être, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune justification à laisser 3 voies de circulation sur cette voie secondaire. Et le deuxième élément, qui est non négligeable dans le cycle d'économie circulaire, c'est de récupérer les matériaux de l'ancienne chaussée qui peuvent alimenter la construction d'une chaussée nouvelle. L'avenir se déroule ici, à Chevanceau, en Charente-Maritime, sur 4 km, les derniers. Un chantier à 85 millions d'euros qui finalise la mise à 2 fois 2 voies. Un chantier qu'il a fallu organiser au maximum. Il n'est pas question d'interrompre la circulation, c'est pour ça que vous apercevez une petite voie qui servira de déviation provisoire. Il faut s'arracher un petit peu les cheveux pour fabriquer tout ça. Il faut s'arracher les cheveux, effectivement, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup. Et il faut surtout imaginer la meilleure solution, anticiper tous les problèmes de météo, les problèmes, viser à tout moment la sécurité des usagers et du personnel du chantier.
effectivement, il reste en gros 300 mètres qui coupent la RN10. Donc cela, on va bien sûr pas arrêter la circulation, pas mettre des feux, c'est pas possible avec ces 10 000 poids lourds jour. On va utiliser une petite voie provisoire qu'on a créée à côté pour dévier la circulation dans des conditions de sécurité qu'on estime adaptées. Et pendant ce temps-là, pendant quelques semaines, effectivement, on construira le tronçon. Avec près de 10 000 poids lourds par jour et une hausse constante du trafic, les ingénieurs de l'ADIR jouent la prévoyance. Ici, quand on construit la chaussée neuve, d'emblée, on la dimensionne pour que pendant 30 ans, on n'ait pas de problème structurel, on va dire. Il faudra juste refaire la couche de roulement de temps en temps. Au-delà de 30 ans, il commencera à y avoir des petits désordres qu'on entretenir, on saura comment les entretenir. Grâce à ces ultimes travaux de modernisation, la Nationale 10 est devenue en quelque sorte une autoroute gratuite, limitée à 110 km/h pour les voitures, avec une conséquence, l'accroissement pour de longues années de sa capacité d'absorption, une augmentation potentielle du trafic. Au début de l'été prochain, l'ensemble de cet axe incontournable s'empruntera désormais en 4 voies intégrales. Après la Nationale 10, la rocade de Bordeaux est un passage obligé pour les routiers qui traversent l'Europe vers l'Espagne. Le trafic poids lourd très dense ici représente jusqu'à 20% du trafic global de cette rocade. L'un des secteurs les plus dangereux est cette descente de Floirac, un virage serré en forte pente qui est sous la haute surveillance de la CRS autoroutière Aquitaine, une unité d'une centaine de fonctionnaires qui veillent sur tout le réseau autour de Bordeaux. Ils surveillent notamment le trafic via un drone pour déceler les comportements dangereux de certains routiers. Bon, capitaine Jansou, on vous retrouve. Expliquez-nous concrètement à quoi vous sert ce drone, une innovation pour les contrôles sur cette zone. Le drone permet d'avoir un point haut, de manière à mieux surveiller donc, le flot de circulation et de constater des infractions propres, la plupart du temps au poids lourd, à savoir le non-respect des distances de sécurité et les dépassements interdits, particulièrement sur la descente de Bouliac. Parce que celle-ci est vraiment dangereuse. Donc c'est une descente à près de 6%, extrêmement dangereuse. La crainte que l'on a toujours, c'est d'avoir un poids lourd qui roule trop vite, puisque la limitation de vitesse pour les poids lourds est à 70 km/h sur la descente de Bouliac. Et imaginez le pire avec une traversée du terre-plein central et un accident avec les véhicules qui arrivent en contresens. On contrôle tout camion qui commet une infraction sur le territoire français. Mais les étrangers sont-ils plus imprudents que les transporteurs français qui ont pris peut-être des bonnes manières? On a souvent des conducteurs étrangers qui se permettent certaines choses qui ne se permettraient pas peut-être chez eux, effectivement. Est-ce que les amendes que vous mettez sont suffisamment dissuasives? Ce sont des amendes qui sont prévues par le code de la route. La plupart du temps, sur des comportements dangereux, nous avons des infractions à 90 €, avec quelquefois l'engagement de points, quand le permis est français bien entendu, et qu'on arrive souvent à plusieurs milliers d'euros. En grande partie, bien entendu, par rapport au non-respect de la réglementation sociale européenne. Donc je dirais que normalement, ce sont les infractions qui doivent être dissuasives pour les conducteurs routiers. Une dernière question, on voit ces de gros moyens qui sont mis en place à chaque fois pour les contrôles, mais il y a des centaines de camions qui passent pendant que vous faites un contrôle. C'est presque mission impossible. On est obligé de prendre du temps sur un poids lourd. Pour la simple et bonne raison, c'est que si l'on s'en tient uniquement à une amende pour un comportement dangereux comme un non-respect des distances de sécurité, qu'on ne vérifie pas les données en matière de réglementation sociale européenne et que dans les 10 minutes qui suivent, ce poids lourd a un accident, on nous reprochera toujours de ne pas avoir pris le temps de faire au moins un contrôle à minima de la réglementation sociale européenne. La dissuasion est importante, le drone fait partie de ces moyens-là, un petit moyen aérien qui est quasiment invisible. Et tous les conducteurs poids lourds européens connaissent bien la descente de Bouliac et savent pertinemment que l'unité autoroutière CRS ici à Bordeaux est tous les jours donc, sur cette descente de Bouliac. Bon, merci capitaine, on vous retrouvera un peu plus tard sur un autre contrôle. Autre route où la hausse du trafic poids lourd inquiète, c'est la RN 134 dans les Pyrénées-Atlantiques. Cet axe relie France et Espagne, il est emprunté par les transporteurs par souci d'économie et de gain de temps. Toujours plus de camions aux grandes dames des habitants, mais vous allez voir que la contre-attaque s'organise de part et d'autre de la frontière pour éviter que cette route de montagne devienne un torrent de camions.
En Vallée d'Aspe, le flux de camions gâche la vie de nombreux habitants. Depuis sa maison, sur les hauteurs d'Urdos, Lionel Garaille est aux premières loges. Allez, et c'est reparti. Il vit ici depuis 3 ans, mais le trafic n'a jamais été aussi intense. Il y en a de plus en plus. Ça n'arrête pas, regardez, encore un. Et ça fait quoi? Ça fait 30 secondes. Et là, depuis le mois de février, au niveau poids lourd, ça a explosé, quoi. Je vous dis, on a doublé, voire triplé le volume. La mise en place d'une écotaxe au Pays Basque espagnol a notamment dévié nombre de camions vers la RN 134 pour le trafic international. Lionel a décidé de partager ses frayeurs quotidiennes au volant sur Internet. Il a donc équipé sa voiture d'une caméra qui filme tous ses déplacements lorsque lui ou sa femme vont en vallée. Les vidéos témoignent du danger permanent sur cette route. On sort du virage et on se trouve nez à nez, encore heureux qu'il y a les freins sur la voiture, parce que sinon... Il arrive un moment où on en a marre de parler avec les gens, de leur dire ce qui se passe sur la route. On nous croit pas. Donc maintenant, je le filme et je montre vraiment que ce que je dis, c'est vrai, quoi. Sur les images, certains comportements de routiers font froid dans le dos. Lionel a commencé à filmer au début de l'année, mais évidemment, l'accident mortel du 27 août dernier n'a fait que confirmer ses craintes. Il y a trop de camions sur cette route. J'ai toujours une appréhension, une grosse peur. Dès que je prends la voiture, ou même quand mon épouse part toute seule. Donc toujours à s'inquiéter, à s'envoyer des messages, t'es bien arrivé, t'es bien revenu, t'as pas eu trop de problèmes. Au quotidien, la peur de prendre la route. Une inquiétude partagée par de nombreux habitants de la vallée. Ils ont multiplié les actions depuis quelques semaines en bloquant notamment la RN 134 à plusieurs reprises. Le trafic a triplé depuis que le péage a augmenté côté Pays Basque, donc c'est aberrant, quoi. Tout le monde sait que cette route elle est dangereuse et faire passer des camions ici, c'est de l'incohérence totale. Certains chauffeurs, les premiers concernés, comprennent ce ras-le-bol en Vallée d'Aspe. Moi non plus, ça me plaît pas du tout. La route est vraiment très étroite, elle n'est absolument pas faite pour les camions. Je comprends très bien que les gens soient excédés. La Vallée d'Aspe étouffe peu à peu sous les camions et l'évolution du trafic est plutôt inquiétante pour ses habitants. Car de l'autre côté des Pyrénées, à Jaca, on attend encore davantage de poids lourds. Un contournement est prévu ici, au nord de la ville. Il reliera les axes majeurs depuis Pampelune et Saragosse. La résistance s'organise, une association locale s'oppose au projet. Ces militants sont inquiets pour leur ville, mais également pour l'augmentation du nombre de camions attirés par le passage vers la France et la Vallée d'Aspe. Comme ce sera une autoroute gratuite, le trafic va forcément augmenter ici, mais également vers la Vallée d'Aspe et le Canfranc. Tout sera plus facile pour les camions qui gagneront du temps en passant par cette zone. L'accident du mois d'août a été terrible. Nous sommes très touchés, d'autant que le chauffeur était originaire de Jaca. Tout ça pour des raisons économiques. Tant que les entreprises auront intérêt à passer par le tunnel du Somport et la Vallée d'Aspe, elles le feront. Les pistes de travail ne manquent pas. Interdire le passage des matières dangereuses, miser sur le ferroutage à terme, élargir la route ou encore mettre en service le portique écotaxe d'Etsot, toujours en place. Un débat passionné et complexe. Pendant ce temps, les camions sont toujours plus nombreux sur la RN 134. Le retour ou pas de l'écotaxe, on en parlera tout à l'heure avec un représentant de la Fédération nationale des transports routiers. De retour en bord de rocade à Bordeaux pour la suite de cette enquête de région sur les poids lourds, nos routes sont-elles saturées? Il y a un phénomène nouveau qui inquiète les autorités, c'est celui de camionnettes conduites par des étrangers qui traversent l'Europe entière et qui échappent à la législation européenne des poids lourds. Les conditions de travail des chauffeurs font parfois froid dans le dos, on va en parler. Vous avez 300 kilos en plus. C'est pas bon. I'm going to do an alcohol test, please. Dziękuję bardzo. Capitaine, that's right. Capitaine, expliquez-nous le principe de ces phénomènes de ces camionnettes étrangères. Alors le phénomène de ces camionnettes étrangères est très simple. Afin d'échapper à la réglementation sociale européenne
et de pouvoir rouler sans les limites qui sont prévues par la réglementation sociale européenne. Pour les poids lourds? Pour les poids lourds, vous avez de nombreuses entreprises qui utilisent justement ces petits véhicules et à partir de là, on ne peut pas prouver que ce conducteur roule peut-être depuis ce matin 3 heures. Qu'il a traversé l'Europe? Traversé l'Europe, on ne peut rien savoir. Il est comme vous, comme moi, à bord de son véhicule personnel. Il n'est pas soumis à la RSE et c'est vraiment le gros problème que nous rencontrons depuis maintenant 2-3 années, où forcément il y a une faille un petit peu dans notre législation. La RSE, elle est pour les poids lourds et à partir de là, on contourne cette RSE par l'emploi de ces camionnettes. Ça veut dire que 10 camionnettes, celle-là, peut transporter l'équivalent d'un poids lourd, mais sans la législation poids lourd. Sans la législation, avec la durée de conduite de 4h30, avec 45 minutes de pause, etc. Alors comment vous faites parce qu'il y a un vide juridique, comment vous faites? La seule chose que l'on peut faire, c'est intercepter effectivement ces véhicules. Et le peser. Et le peser, voilà. C'est souvent par la surcharge qu'on va pouvoir sanctionner ces véhicules-là. Ou bien en faisant un dépistage, comme on vient de le voir, dépistage alcool ou dépistage de stupéfiants. Bon, capitaine Jansou, en quoi c'est inquiétant ce phénomène des camionnettes étrangères? Eh bien, on assiste justement à ce développement de camionnettes qui viennent d'Europe de l'Est la plupart du temps. Et des conditions de travail ubuesques parfois, c'est presque de l'esclavage moderne? Disons que oui, on est sur des durées qu'on ne peut pas connaître parce qu'on n'a pas les moyens de justement estimer ces durées de conduite. Mais on peut imaginer que ces conducteurs-là sont au volant depuis une douzaine d'heures au minimum et conduisent jusqu'à plus soif. Ouais. Alors, toutes ces camionnettes, ça ne va pas ranger la circulation, notamment de la rocade ou dans la région. Vous l'avez senti, cette hausse du trafic, depuis les années de travail ici? Ça fait environ une dizaine d'années, oui, effectivement. Il y a une dizaine d'années, on est à peu près sur une moyenne journalière annuelle de 9000 poids lourds jour. On a dépassé aujourd'hui allègrement les 20 000 sur certaines parties de la rocade. Donc, par moment, effectivement, la circulation a doublé, voire même triplé en matière de transport de fret. Et avec une infrastructure qui, elle, n'a pas changé. Donc c'est vrai qu'on est soumis tous les jours à des tensions énormes. Le matin et le soir avec les bouchons habituels des véhicules légers. Mais en plus, vous avez quand même les poids lourds qui sont là. Et vous, ça vous arrive d'avoir peur par rapport au comportement de certains routiers quand vous sécurisez cette route? Par définition, un 38 tonnes, ça ne s'arrête pas comme un véhicule léger. Donc c'est vrai qu'on est toujours inquiet d'avoir un véhicule léger au milieu de deux poids lourds. Il nous est arrivé souvent d'avoir des accidents graves sur la 63 dans le sens Bayonne-Bordeaux, autour de Cestas, avec malheureusement parfois des accidents mortels et toujours le même scénario, un coup de frein brusque, un conducteur routier qui ne regarde pas la route, qui regarde son téléphone et qui freine au dernier moment, et un véhicule léger qui se trouve pris en sandwich entre deux 38 tonnes, oui, ça arrive. Bon, on stigmatise là les mauvais routiers, mais il y a quand même des bons routiers. Il y a de très bons routiers. Il faudrait se rappeler des années 70-80 où on disait que les routiers étaient des gens sympas. Alors on a des routiers sympas, on a des vrais professionnels de la route, on a des entreprises sérieuses qui ont une vraie déontologie, qui respectent une vraie charte, donc qui s'engagent vraiment dans ce sens-là, et avec qui nous travaillons habituellement dans le cadre des actions de prévention que nous menons auprès de leurs conducteurs. Donc oui, des conducteurs sérieux, il y en a, des entreprises sérieuses, il y en a, et malheureusement, il y a le comportement de certains qui jettent l'opprobre sur l'image de la profession qui est loin d'être ça. On vous verra d'ailleurs tout à l'heure dans un reportage sur une opération de sensibilisation de futurs chauffeurs. Merci capitaine. Alors on vient de le voir, la concurrence internationale, loyale ou pas, est forte pour les entreprises du transport français. À cela s'ajoutent les contraintes de la législation, la surcharge des taxes, la course contre le temps. Comment s'en sortent les entreprises de transport français? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre d'un patron routier de Limoges. Il s'appelle Éric Daly. Il gère sa dizaine de camions en plus de son marathon des livraisons en France. Une vie difficile est-elle rentable? Regardez. Au volant de son monstre d'acier, il avale les kilomètres. Un camion de 520 chevaux, boîte automatique, suspension intégrale. Il vit à fond sa passion pour les belles machines. Dès qu'on m'a demandé ce que je voulais faire, ça a été conduire des camions. Après, j'ai évolué dans ma tête pour voir qu'il y avait d'autres caps à passer et qu'il n'y avait pas que ça. C'est pour ça que j'en suis venu à l'éventualité de gérer une entreprise. Sa cabine est comme une seconde maison. À l'entrée, il enlève toujours ses chaussures. Il y en a qui ne comprennent pas.
Et je conduis pieds nus parce que quand on a été se promener en forêt, on ne rentre pas dans la chambre avec ses chaussures, par exemple, ou avec ses bottes. C'est juste que c'est notre lieu de travail parce qu'on y conduit, mais c'est aussi notre lieu de vie où on dort. Un peu plus tôt dans la journée, le patron de la petite boîte de transport est à Limoges. Il charge une cargaison de carton, le transpalette dans une main et le téléphone dans l'autre pour répondre aux clients. Je peux pas. La journée la plus grosse que j'ai connue, 206 appels. Bon, les journées moyennes, c'est un peu plus d'une centaine quand même tous les jours. Passage obligatoire à la pompe, 2 réservoirs, 850 litres. Le prix du gasoil est à la hausse. Pour autant, il ne peut augmenter ses tarifs. On sait très bien que certains clients, si on leur met une augmentation, on les perdra. Donc c'est pas... Alors on essaye d'en faire passer un tout petit peu, on essaye de faire comprendre, mais c'est vraiment pas simple. Il est 20h. Après Montluçon, Eric rejoint la route Centre-Europe-Atlantique, l'un des axes les plus dangereux de France. Il reste encore des morceaux très accidentogènes où on est en ce moment, entre Moulins et Digoin, par exemple, où c'est catastrophique. C'est vers 4 h du matin que ce bus transportant 32 voyageurs portugais quitte brutalement la chaussée. Bilan provisoire, 4 morts et 3 blessés graves, parmi eux un bébé transporté d'urgence à l'hôpital. C'est une nationale à 2 voies, donc l'étroitesse d'une nationale à 2 voies, avec un aménagement très limité sur les bas-côtés s'il y a besoin de se garer. Beaucoup de trafic, donc ça demande encore une concentration supplémentaire. Ça amène de la fatigue supplémentaire, oui, de toute façon. Après 3 heures de route, arrivé en Saône-et-Loire pour passer la nuit. Sur ce genre de parking, les vols de gasoil ou de marchandises sont fréquents. Les bouchons de réservoir sont accessibles très facilement. Bon, ceux-là ferment à clé, mais il n'y a rien de plus facile pour les faire sauter. L'arrière, les portes sont accessibles. Les bâches, bon, celle-ci n'est pas anti-effraction. On la coupe, on ouvre, on tend le bras, on prend ce qu'il y a dedans. S'ils ne trouvent pas les personnes, c'est injustifiable. Une assurance ne vous rembourse pas le gasoil qu'on vous a volé, puisqu'il n'y a rien. On ne peut pas prouver la quantité partie exactement, donc on n'a rien. Dans ce restaurant routier, il a ses habitudes. Eric retrouve Mathias, l'un de ses associés dans l'entreprise. On se retrouve toujours dans les routiers. Plus dans les restaurants routiers comme ici traditionnels. Les centres routiers, c'est un peu moins personnel. Un centre routier, c'est une usine. Là, c'est familial. Il y a ce côté familial, il y a ce côté de tout ce que les restos routiers ont été depuis qu'ils existent. On le retrouve encore ici, mais c'est de plus en plus rare, ça se perd. Ah oui. Bonne nuit. Bonne nuit. À 38 ans, il est célibataire, sans enfant. Il y en a qui sont très bien dans cette solitude. Moi, j'aimerais bien... Bon, j'avance en âge, mais j'aurais aimé, comme tout le monde, fonder une famille. Bon, les choses se sont pas faites, c'est que ça devait pas, mais voilà. Faut pas dire pesant, mais il faut vivre avec. 80% du personnel de l'entreprise a eu des problèmes de couple à un moment ou un autre. Les choses s'arrangent ou se dérangent, mais à un moment ou un autre dans leur vie, un chauffeur routier, c'est très compliqué de faire une vie complète avec la même femme. « 6h15, au petit matin, c'est le départ. Depuis juillet dernier, les voitures ne peuvent dépasser 80 km/h et derrière, les routiers perdent du temps. Aujourd'hui, les voitures qui sont devant nous sont à 80 à leur compteur, mais ne roulent pas à 80. Elles sont réellement en dessous. Nous, derrière, notre vitesse est descendue. Au moins, allez, on va arrondir, suivant comment on est étalonné, suivant si les pneus sont usés ou pas, ben, on roule à 75, pas à 80. Donc non, c'est très pénible. Oui, il faut dire ce qui est. Et le marathon des livraisons est lancé. « 250 km dans la matinée, tout en planifiant les livraisons du lendemain. » Bonjour monsieur. Ça va? Comment ça? Eh bien ça va. Ça va, c'est bien. Juste pour faire un point, il nous reste 60 palettes. Oui, je sais.
Moi, je vais passer dans l'après-midi en récupérer, je pense, 23. Eric gère une dizaine de chauffeurs. À midi, la pause déjeuner ne dure que 30 minutes, le minimum pour respecter la loi. Monsieur, je vous écoute. Vous voulez prendre un apéritif? Non, un plat direct. Un plat de menu du jour? Oui, menu du jour. Entrée plat dessert? Non, que plat dessert. Le plat dessert, ouais. Par rapport aux 4h30 de conduite, j'y suis arrivé aux 4h30, la pile parfaitement bien, donc je fais ma demi-heure normale. Puis après, là, je vais aller charger. Le hasard de ce restaurant qui est juste à côté de mon prochain client où je charge. Et, par contre, il faut se dépêcher. Puis direction Autun, en Saône-et-Loire, et enfin Montmarault, 290 km. Il a travaillé 15 heures dans sa journée. Pour décompresser, il pense à son week-end. Et devinez quoi? Il le passera le nez dans le moteur d'un vieux camion. Alors oui, j'ai plusieurs vieux camions, oui, du Berlier principalement, parce que j'ai toujours été attaché à la marque. Et alors c'est long et fastidieux, mais on essaie de les remettre en état petit à petit. Et ils sont en état de fonctionnement de toute façon. Il faut les réaméliorer parce qu'ils ont vécu, mais ils marchent, ils sont tournants et fonctionnels, il n'y a pas de souci. Le lendemain, c'est le retour à Limoges et l'heure du bilan. Alors combien de kilomètres, combien de litres d'essence, combien t'as gagné? J'en sais rien, j'ai pas eu le temps de regarder pour le moment. Là je vais me dépêcher parce que mon collègue prend le relais pour partir livrer, recharger. On est vendredi à cause des 35 heures, tout le monde ferme à midi. Donc je vais me dépêcher et on en parle après. Cette semaine-là, la tournée d'Eric en Bourgogne-Franche-Comté a généré 1 500 € de chiffre d'affaires pour 18 heures de conduite et plus de 1000 km parcourus. Poids lourds, nos routes sont-elles saturées? C'est le thème de cette enquête de région. J'ai quitté la rocade de Bordeaux pour la gigantesque zone de fret de Bruges. Ici transitent chaque jour des centaines de poids lourds qui viennent par exemple livrer ces boîtes ici à la Stack, service terminal Atlantique Container. Jusqu'à 2000 containers peut-être parqués ici. Toujours plus de camions sur nos routes, c'est la conséquence du succès du commerce en ligne, mais aussi du choix de la stratégie des magasins qui préfèrent le flux tendu, plus rentable que le stock en arrière-boutique. Bonjour Jérôme Bessière. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous représentez dans la région la Fédération nationale des transports routiers, la FNTR, première organisation professionnelle du transport routier. Alors avant de parler de l'éventuel retour d'une écotaxe, on parle de ce secteur des transports. Comment se porte selon vous ce secteur en France ? Alors, si vous voulez, le secteur du transport est le parfait reflet de l'activité économique. On a l'habitude de dire que quand le bâtiment va, tout va. C'est d'autant plus vrai du transport, puisqu'aujourd'hui, les marchandises ne sont plus dans les stocks, dans les magasins, ils sont sur la route, dans les camions. Donc, on est tout simplement en adéquation avec la reprise ou pas de l'activité économique. Et là, en ce moment ? En ce moment, ça va plutôt mieux, à ceci près qu'on a un petit peu de mal à trouver les conducteurs pour pouvoir acheminer la marchandise qui est transportée dans les véhicules. On le verra tout à l'heure. Alors, l'un des problèmes aujourd'hui pour les transporteurs routiers français, c'est la concurrence parfois déloyale européenne. Comment protéger les entreprises françaises ? Alors, vous avez raison d'insister sur le parfois déloyal, parce qu'il y a effectivement deux types de concurrence. La dite loyale, qui va respecter les réglementations, mais qui reste quand même relativement problématique. Et effectivement, il y a l'aspect concurrence déloyale, avec là des pratiques qui sont de plus en plus exotiques et difficiles à relever. Pour autant, nous protéger de la concurrence et aller aussi à l'encontre de l'offre, du principe de l'offre et de la demande. Alors oui, mais à ceci près qu'on joue un petit peu au même jeu, le transport routier, sur le même terrain, à savoir l'Union européenne, mais pas avec les mêmes règles. Ça fait des années qu'on entend parler et on a ça fait des années, mais c'est d'autant plus problématique dans le transport que ça ne vous a pas échappé. Les camions de pays de l'Est ont aussi des roues rondes qui roulent tout aussi bien que les roues françaises, avec par contre un delta, notamment au niveau du coût social.
Le secteur des transports en Nouvelle-Aquitaine représente 81 000 salariés selon l'INSEE, un chiffre en constante évolution ces dernières années. Le problème, c'est que le secteur peine à embaucher. Il y a des milliers de postes à pourvoir en France. Alors, comment se fait le recrutement ? Comment se fait la formation de ces futurs chauffeurs et qui sont ces candidats à une vie de routier? Pour le savoir, nous sommes allés dans un centre de formation ici en Gironde. Regardez. Chauffeur routier, un métier à responsabilité. Il faut tout d'abord des compétences pour le transport de fret et le respect des règles sur la route. Ensuite, des qualités humaines comme le sens du contact. Embrasser une carrière, c'est accepter pour certains les trajets parfois longs et une vie de famille en pointillé. Peut-on parler de crise des vocations? Mais aujourd'hui, les besoins en conducteurs sont importants partout en France. Ici à Bassins, près de Bordeaux, l'Institut GT forme depuis plus de 30 ans des candidats sélectionnés. Vous prenez place, vous prenez une table, une chaise. Ce qu'on va voir ce matin déjà, pour commencer, on va faire le tour de tout le monde, se présenter, vos situations. J'ai vu l'annonce sur Pôle emploi, je n'ai pas hésité, j'ai postulé. J'étais conducteur de car, je suis chauffeur-livreur. J'étais juste avant dans la sécurité. Donc vous avez démissionné d'un CDI, c'est ça? Ouais. Pour venir ici? Ouais. Belle motivation. 28 stagiaires au profil bien différents ont été retenus. Ils ont un point commun principal, la motivation, comme Francisco d'Acosta, qui a quitté les herbiers en Vendée, où il vit avec sa compagne et ses 3 enfants. Bah super. Pour nous, c'est une chance en fin de compte. Pour évoluer dans la société, pour gagner plus d'argent, pour pouvoir s'en sortir, c'est vrai que c'est une opportunité pour nous, quoi. Parce que de nos jours, c'est pas facile de trouver des emplois comme ça. Vous allez passer une bonne partie de votre formation sur ce site ici, c'est-à-dire sur les pistes de manœuvre. Premier pas des stagiaires pour découvrir l'école de conduite. Le programme est fixé sur 11 semaines avant l'examen du permis. Maxence, lui, est l'un des plus jeunes, 22 ans. Il vient de Nainville-les-Roches, dans l'Essonne. Mon objectif, c'est d'avoir le poids lourd, être chauffeur poids lourd et plus tard encore le super lourd. Moi, je ne me vois pas travailler autre part que derrière un camion. Je ne peux pas rester enfermé dans une usine ou derrière un bureau, derrière un PC. Il faut que je sois toujours en mouvement. L'école du conducteur demande de l'engagement au candidat. Mais l'esprit de la formation doit garder ses lettres de noblesse. On est quand même à une 112e promotion, on arrive presque aux 1000 conducteurs formés. Et l'intérêt et la motivation pour certains qui changent complètement d'horizon fait que la formation leur laisse un peu d'autonomie. Pour certains qui travaillent en entreprise, à la chaîne, ou d'autres travails un peu plus contraignants. Je peux dépasser plusieurs camions à suivre. Oui, réponse A. Dès le premier jour, les stagiaires sont plongés dans le cœur de la formation, le permis poids lourd et la sécurité routière, avec une série de 40 questions relatives au code. J'ai fait 9 fautes, je trouve que c'est correct. Au bout de... Ça fait 3-4 ans que j'ai le permis, donc ça va. En tout cas, le code de la route, ça me fait pas peur. Je l'ai passé il y a maintenant 11 ans. Avec les nouvelles normes et tout ça, c'est vraiment plus compliqué, ouais, carrément. Ouais. C'est dur, c'est dur. Mais avec de l'entraînement, on va y arriver. Messieurs, bonjour. L'école du conducteur a eu la bonne idée d'inviter la CRS autoroutière. Des cas concrets sont abordés au plus près de la réalité. Et ça arrive très vite. Et là, ça arrive trop vite. Et voilà. Alors le monsieur, à mon avis, il est au téléphone. Les images chocs sont expliquées aux stagiaires, considérés déjà comme des professionnels de la route. Dans la foulée, une mise en situation en extérieur est organisée autour d'un contrôle routier. La police qui va procéder au contrôle. Allez, c'est parti. Coupez le contact, bonjour, coupez le contact. 2 volontaires s'impliquent dans un jeu de rôle. Là, est-ce que tu crois que déjà on s'y prendra pas mieux? Ah oui. Ah, c'est déjà plus reposant pour tout le monde. À partir de là, tu verras déjà le contrôle sera plus tranquille parce que tu vas moins crier. Par quoi tu commences? Bon, déjà, on va commencer par la carte grise. D'accord. Je pense que la carte grise et le chauffeur et le véhicule. Permis, on va commencer par le permis. Alors. Voilà. Donc, Les stagiaires ont l'obligation de se concentrer, une pédagogie préventive pour leur signifier que le permis de conduire représente le permis de travailler. On va un petit peu fort peut-être, mais dans le sens de leur montrer vraiment la réalité des choses, marquer les esprits et vraiment leur faire comprendre que des comportements dangereux comme la vitesse, le non-respect sans sécurité, la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants, sont des choses qui sont totalement incompatibles avec
leur pratique professionnelle. Le marché de l'emploi qui attend les stagiaires fait apparaître un manque de 16 000 chauffeurs routiers dans l'Hexagone. De nombreuses entreprises sont obligées de créer leur propre flotte, une situation jugée préoccupante au sein de l'antenne régionale de la Fédération nationale des transports routiers. La première des raisons, c'est la pyramide des âges, qui est la même dans le transport. On vieillit aussi dans le transport routier que dans toutes les autres branches professionnelles. Donc aujourd'hui, étant dans une période de reprise, mécaniquement, on a besoin de plus de camions et derrière chaque camion, il y a un conducteur. La France compte 345 000 professionnels de la route, sans compter les autres chauffeurs européens, mais chaque conducteur transporte ses contraintes au quotidien, comme souvent un déjeuner sur le pouce. Combien d'heures de conduite vous avez par jour? Par jour? Oui. 9, 10. Vous respectez les coupures? Si je peux, oui. Ah. Les gens ils demandent de respecter les rendez-vous et tout le bazar, et c'est difficile. Hein. Après, il y a respecter la législation du transport avec les temps d'arrêt, les journées à pas dépasser. Il y a beaucoup de choses à calculer maintenant qui deviennent compliquées. Il y a beaucoup de concurrence déloyale, beaucoup de main-d'œuvre bon marché. On ne gagne plus ce qu'on gagnait avant. On travaille plus pour gagner moins. Le salaire, la conduite, le respect de la route, en somme, les impératifs du métier et bien sûr la vie privée, autant de facteurs à prendre en compte pour ne pas devenir des célibataires géographiques. On va prendre sur soi, moi et ma famille, parce que bon, c'est pour nous tous une avancée, une grande avancée, parce que ça va nous améliorer la vie de tous les jours. Tant que je reste dans du régional et que je rentre tous les soirs à la maison, il n'y a pas de... ça va. Si jamais je fais du national un jour ou quoi que ce soit, ça sera plus embêtant. En attendant, l'Institut affiche 98% de taux de réussite à l'issue de la formation et plus de la moitié des lauréats décrochent un CDI dans la société prestataire de services. On a pas mal de perspectives à offrir à ceux qui sont mobiles et qui peuvent effectivement rejoindre. On a environ 10 filiales régionales qui permettent quasiment à nos conducteurs d'aller où qu'ils le souhaitent en France. Le métier de chauffeur routier peut être attractif sous ses multiples facettes. Le salaire varie de 1 600 à 1 700 € en début de carrière. Les secteurs où les demandes sont les plus fortes concernent le transport scolaire et celui de voyageurs. Ces futurs routiers payeront-ils un jour une écotaxe en France? Jérôme Bessières, on vous retrouve. Merci d'être resté avec nous, délégué de la FNTR, Fédération nationale transport routier. Cette écotaxe abandonnée à grands frais en 2013 en France pourrait revenir sous une forme ou une autre. Écotaxe déjà appliquée dans 8 pays européens. Alors pourquoi ce serait non en France? Alors déjà, elle n'a pas été abandonnée. Elle a été modifiée. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir l'utilisation des portiques, on va dire que le dossier a été entre guillemets soldé à condition que nous payions 4 centimes d'euros de plus par litre de gasoil. Sur la taxe gazoil pour les Français. Voilà, donc c'est effectif depuis le 1er janvier 2015. Ce qui explique en partie pourquoi aujourd'hui ça constitue pour nous une ligne rouge et qu'il n'est absolument pas question de revenir sur une nouvelle taxe. Mais globalement, un transporteur qui va payer par exemple Portugal, Belgique, Allemagne, pas en France. Pourquoi ne pas payer en France pour tous les transporteurs plutôt que uniquement faire payer les transporteurs français? Parce qu'il y a une réglementation qui explique que l'on peut ou bien taxer au niveau des péages ou bien via une taxe. La dite taxe, si elle devait être appliquée sur le territoire français, les transporteurs ne sont pas en mesure de l'assumer. Ce qui veut dire qu'elle serait répercutée auprès des clients qui, eux, la paieraient. Ce qui explique aussi pourquoi il y a eu tant de mobilisation en Bretagne au niveau des bonnets rouges, qui avaient bien compris que c'était eux, in fine, qui paieraient la taxe. Mais cette écotaxe, qui est quand même appliquée dans 8 pays européens, je le rappelle, qui rapporte 4 milliards d'euros par an à l'Allemagne, par exemple, pour entretenir son réseau. Comment nous, en France, on trouve l'argent pour entretenir le réseau gratuit? Nous, avant d'entendre parler d'une nouvelle écotaxe, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un audit qui soit réalisé au niveau des sommes qui sont déjà perçues, pour savoir quel en est concrètement l'usage au final. Aujourd'hui, ce que génère la route en termes de recettes suffit amplement à couvrir les dépenses. Alors globalement, pour finir, quand on voit ces norias de camions sur nos routes, est-ce qu'on peut continuer longtemps dans ce choix de mode de transport, de toute façon? Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite. Il est possible de commander n'importe quoi sur Internet et de se le faire livrer des fois en 3 heures.
Vous pouvez toujours cliquer sur la souris, ce n'est pas l'ordinateur qui va vous l'amener. Derrière, il y a toute une logistique qui passe notamment par les camions, tout simplement parce que c'est la plus efficace, la plus réactive et la mieux adaptée. Camions qu'on ne va pas forcément voir sur nos routes, donc on est acteur responsable, c'est ça? Ah, mais complètement. C'est là où on arrive à un paradoxe, c'est que le consommateur va exiger ce que le citoyen refuse. À ceci près que tout un chacun, on est à la fois et consommateur et citoyen, mais pas au même moment de la journée. Si je commande un écran plat pour voir le match de ce soir, passez-moi l'expression, mais je m'en fous un peu que le livreur se mette en double fil tant que j'ai mon poste à l'heure. Par contre, si vous êtes en retard pour aller déposer vos enfants dans des activités périscolaires, vous allez crier au loup après le camion. Donc, il faut aussi que chacun se responsabilise, se rende bien compte que, en partie, on est tous responsables du nombre de véhicules qui sont sur la route, puisqu'ils nous amènent 99% de nos besoins de consommation quotidiens. Ces milliers de camions chaque jour sur les routes de Nouvelle-Aquitaine révèlent aussi l'échec du ferroutage. En France, aujourd'hui, seulement 2% des marchandises sont transportées par voie ferrée. Alors ira-t-on jusqu'à la paralysie du réseau routier? Eh bien, des transporteurs, pour diminuer le nombre de camions, font un autre choix, celui des méga-trucks, des camions géants capables de transporter jusqu'à 60 tonnes, un tiers de plus qu'aujourd'hui. L'Allemagne vient de dire oui, leur circulation en dehors des frontières nationales reste interdite par l'Europe pour l'instant. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.